Merci de pour passer. l'invitation. Je peux parler librement, je vais essayer de, je sais pas, je vais bouger un peu, je vais voir comment j'arrive à gérer tout ça. Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Donc effectivement, j'étais venue en 2021. Je m'excuse d'avance s'il y a peut-être certaines diapositives qui sont identiques. L'idée, c'était de vous, voilà, de faire un aperçu de quoi on parle quand on parle de sexe et de genre, et puis de vous montrer des exemples concrets pour essayer de vous convaincre, ou en tout cas après aussi d'échanger avec vous sur ce que ça peut impliquer en pratique clinique. Donc le plan, c'est de juste refaire brièvement la définition de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de sexe de genre, et puis ensuite d'aller rapidement vers quelques exemples cliniques, et puis de finir avec des biais de genre dans la pratique clinique. Je pense que c'est quand même ça qui probablement est le plus intéressant aussi à comprendre, à décortiquer, pour ensuite essayer de voir quelles pistes d'amélioration sont possibles. Donc définition, sexe, genre, en fait généralement c'est ça qu'on a, hein, mâle, femelle, homme, femme. C'est binaire, c'est relativement simple sur le papier, mais derrière en fait ces catégories, en fait c'est peut-être pas si homogène que ça. Il y a plusieurs dimensions. Je vous ai mis ici la figure qui vient de l'Institut de recherche en santé du Canada, je trouve qu'elle est assez didactique et puis qui illustre un peu ces deux dimensions. Donc on fait cette distinction entre le sexe qui renvoie donc aux attributs biologiques retrouvés chez les humains, les animaux, liés aux caractéristiques physiques, physiologiques, aux chromosomes, à l'expression génique et au niveau d'hormones et l'anatomie des systèmes reproducteurs. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement bien maîtrisé par nous autres soignants, médecins. Mais on sait aussi que c'est pas toujours si clair. Il y a des variations du développement sexuel. Il y a, en fait, on va définir le sexe d'un enfant à la naissance sur la base de ses organes sexuels externes, mais parfois il peut y avoir un doute. Donc même déjà là, dans la définition relativement simple du sexe, c'est pas toujours si binaire, si dichotomique. Donc premier constat. Et puis le mot genre, donc c'est vrai que c'est une distinction qu'on fait en français, qui se fait aussi en anglais, peut-être pas dans d'autres langues. Donc le terme genre renvoie au rôle, au comportement, aux expressions, aux identités qui sont construits par la société. Donc c'est vraiment nature, nurture. Donc on a une donnée génétique et puis on va se construire en tant qu'homme, femme ou autre identité en fonction de la société dans laquelle on évolue. Et puis, c'est un petit peu le propos de ma présentation. Le genre influe sur la perception qu'ont les gens d'eux-mêmes et d'autrui, leur façon d'agir, d'interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société. Et puis tout ça, ça va avoir un impact sur la santé. Et c'est un petit peu cette distinction qui est très théorique, hein. Il y a du biologique, il y a du social, mais dans la pratique, il y a toujours une interaction de ces deux dimensions. Juste pour aller un tout petit peu plus loin dans le genre, sans trop vous barber, mais je pense que c'est quand même important de dire que le genre, il y a plusieurs dimensions. C'est vrai que quand on parle, en tout cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, mais quand on parle de genre, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la question transgenre ou non-binarité. Donc ça, c'est une des dimensions, c'est de la dimension identitaire. C'est la conviction d'être un homme, une femme ou ni l'un ni l'autre. Donc on est cisgenre si notre identité de genre est alignée avec notre sexe attribué à la naissance, puis on est transgenre si ce n'est pas le cas. Et ça, c'est une des dimensions. Et puis, ça peut avoir un impact sur la santé au niveau du stress, des discriminations qu'on peut observer aussi dans la prise en charge des patientes, des patients. Donc ça, c'est un élément important. La deuxième dimension, c'est les relations de genre. Donc c'est comment les individus sont traités, comment ils interagissent avec les autres selon leur identité de genre, perçue ou exprimée. Donc par exemple, ça peut être le fait d'avoir un réseau familial ou local en fonction si on est un homme ou une femme. C'est peut-être des choses qu'on voit un peu plus dans les populations vieillissantes aussi, il peut y avoir certains isolements en fonction du genre. Un autre exemple, l'expérience des violences sexistes qui sont relativement genrées. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, les rôles de genre, donc c'est les attentes et les normes sociales qui sont typiquement associées avec un genre. Donc là, on est un peu dans les stéréotypes. C'est de penser que classiquement les femmes vont s'occuper des enfants et les hommes vont aller au travail. C'est très stéréotypé, mais on voit que c'est encore présent. Même, je vous montrais des exemples chez les étudiants aujourd'hui.
on a encore parfois ces croyances qui sont pas toujours, qui sont pas toujours non plus enfin, conscientes, hein, ça peut être aussi des biais inconscients. Et puis là aussi, ça va avoir une influence sur la façon dont on prend en charge nos patients, nos patientes. Puis le dernier niveau, c'est le niveau institutionnel. C'est la façon dont le pouvoir, les ressources, les opportunités sont distribuées dans la société. Alors chez nous, ce n'est pas le cas, mais dans certains pays, le fait d'être un homme ou une femme peut rendre plus difficile l'accès aux soins, l'accès aux traitements. Chez nous, on est peut-être à un autre niveau, on n'a encore pas complètement atteint l'égalité salariale, une inégalité de genre que j'aime bien mentionner, c'est le service militaire, hein, en défaveur des hommes. Les femmes n'ont pas le devoir de faire le service militaire. Donc il y a aussi des inégalités au niveau institutionnel qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc ça, c'est juste pour poser ce concept de genre qui est multidimensionnel et en fonction de quoi on parle, ben, on va être plutôt à un niveau identitaire ou à un niveau des rôles. Moi, je vais plutôt vous parler des rôles parce que c'est ça qui va aussi définir comment on se comporte en santé. Puis nous, les soignants, ce qu'on a peut-être comme attente ou a priori inconscient par rapport aux patients et aux patientes. Le sexe, ça, je vous mets juste un extrait de cet article qui a été publié il n'y a pas longtemps dans le journal Cell. C'était assez intéressant parce que c'est quand même un journal qui est bien coté, plutôt fondamental. Et c'est une équipe de chercheuses, notamment Madeleine Pape, qui est sociologue du sport, qui travaille à l'Institut des sciences du sport à l'UNIL et qui a fait tout un travail avec ses collègues pour un peu déconstruire cet aspect biologique du sexe en disant finalement c'est pas si simple que ça. Et là, en fait, c'est un peu schématisé, mais c'est pour dire, bah, on est parti d'une science, d'une construction des connaissances androcentrées. Hein. On a utilisé l'homme comme norme standard, puis on a finalement appliqué ce qu'on observait dans les recherches aux femmes. Ça, c'est un peu l'histoire. Et puis, petit à petit, il y a eu ces mouvements pour dire, OK, on doit avoir des échantillons mixtes, on doit avoir des échantillons représentatifs. Puis on est arrivé à cette sex-based catégorie où finalement, on passe d'un one size fits all à un two sizes fits all, qui est peut-être pas non plus idéal parce que ben, dans ces deux catégories hommes-femmes, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et finalement, ce qu'elle propose, c'est d'être un peu plus mécanisme-based. Donc ça veut dire, l'exemple classique, hein, c'est la femme, il n'y a pas la femme. En fait, en fonction de ce qu'on étudie, ben, si on pense aux maladies cardiovasculaires, ça va être très différent si on est en pré- ou post-ménopause. Donc, c'est peut-être d'être un peu plus fin dans nos analyses. Et typiquement en recherche, si on s'intéresse à l'impact des hormones sur l'efficacité d'un traitement ou sur l'outcome d'un patient, ça serait plus intéressant de mesurer les hormones plutôt que de stratifier par sexe homme-femme parce qu'il y a des variations. Puis ça, c'est juste pour illustrer, c'est des collègues des neurosciences qui avaient regardé en fait J'aime bien montrer ça parce qu'il n'y a pas l'âge. Hein. D'ailleurs, je m'en excuse parce que j'ai demandé, vous n'avez pas vous avez pas la figure avec l'âge en bas parce qu'on ne sait pas très bien où on se situe, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a un déclin du volume cérébral avec l'âge. Qui est voilà, qui est un peu inéluctable. Les petites, donc chaque parcours individuel, vous le voyez ici, avec les triangles noirs pour les hommes et les ronds rouges pour les femmes. Puis ce qu'on voit en fait, c'est qu'effectivement, si on fait des moyennes, le volume cérébral des hommes est plus important que celui des femmes. Mais si on regarde les trajectoires individuelles, en fait, il y a beaucoup d'overlap. Et c'est un peu ce que ses collègues font dans l'article de Cell, c'est qu'elles déconstruisent ce qu'on appelle le dimorphisme sexuelle, hein, on part du principe qu'il y a vraiment une séparation, une distinction claire, il n'y a pas d'overlap entre la catégorie homme-femme. Et en fait, en médecine, presque toujours, il y a pas, on ne peut pas parler de dimorphisme. Il y a des catégories, des grandes catégories qui sont utiles pour l'épidémiologie, pour la santé publique, mais souvent au niveau individuel, on a des overlaps. Et encore une fois, si on essaie de comprendre finement ce qui est en jeu dans un processus, dans une étude, on a peut-être meilleur temps pour les neurosciences de mesurer le volume cérébral plutôt que de s'intéresser aux catégories hommes-femmes. De nouveau, tout ça dans un monde idéal parce que la plupart du temps, dans les grandes études, on a peu de variables, on a peut-être juste justement le sexe autodéterminé qu'on voyait tout au début, homme-femme. Donc voilà, tout ça pour dire que même le sexe est plus complexe. Et puis, deux paradigmes avant de passer dans les exemples. Peut-être le premier paradigme, c'est ce paradigme androcentré dont je parlais, hein, le fait que les sciences, surtout les sciences biomédicales, se sont basées sur le standard masculin, un peu comme sujet universel de recherche. Alors, lié en partie à certains événements, notamment l'exclusion, enfin le scandale de la thalidomide, hein, qui était je pense,
presque tout le monde en a entendu parler, peut-être pas les plus jeunes dans la salle, donc qui était un traitement qui avait des propriétés anti-nauséeuses, qui a été mis sur le marché, et puis qui avait des effets tératogènes, qui a été notamment passablement pris chez les femmes enceintes pendant leur grossesse, donc qui a été retiré du marché, mais qui a causé un énorme scandale, et puis qui a eu comme conséquence l'exclusion des femmes en âge de procréer des essais cliniques précoces de phase 1 et phase 2 pour protéger les femmes. Puis il a fallu attendre les années 90 pour se dire, OK, mais on va peut-être pas, on va manquer de données sur la moitié de la population en faisant comme ça, et pour réintroduire l'inclusion des femmes et d'autres minorités, entre guillemets, bien sûr, puisque 50%, c'est pas une minorité, mais pour réintroduire les femmes dans la recherche, bien sûr, avec des protections, sous-entendu que voilà, toutes les femmes vont pas tomber enceintes et il y a moyen d'éviter des grossesses, donc on peut inclure les femmes dans les essais cliniques. Donc, tout ça pour dire ben voilà, qu'on a pris du retard, qu'on a une recherche qui reste, et je vous montrerai juste une figure maintenant qui reste encore un peu biaisée, même si on est en train de rattraper le retard, et on a des bons exemples, notamment dans les maladies cardiovasculaires, où aujourd'hui on a une inclusion qui est tout à fait bonne des femmes et des hommes. Au niveau européen, il y a aussi eu, donc là, 93, c'est une loi aux États-Unis qui exige l'inclusion, justement, qui exige que les échantillons soient représentatifs des populations auxquelles elles s'intéressent. Pour la petite histoire, au NIH et sur le site aussi de la FDA aux États-Unis, ces recommandations, comme c'est des lois, restent, sont toujours présentes, mais ont été retirées provisoirement retirées des sites Internet. Donc on a ce risque de reculer, malheureusement, avec aussi la nouvelle présidence. En Europe, on a aussi une loi qui date d'un peu plus tard, 2002-2006, pour inclure des échantillons mixtes et s'intéresser au sexe, mais aussi aux gens. Donc, ils vont un petit peu plus loin en demandant, quand vous soumettez un projet de recherche pour les RC, vous devez justifier aussi comment est-ce que vous allez tenir compte des différences sociales de votre population, si c'est pertinent. Et puis en Suisse, on n'a pas de loi, donc vous pouvez proposer un projet au Fonds national de recherche suisse, donc au niveau FNS, vous pouvez proposer un projet qui s'intéresse uniquement à une population masculine ou féminine, indépendamment de la population touchée. Il y a juste un outil qui est en lien avec l'Europe, donc qui est à cette exigence, mais on n'a pas encore d'exigence claire. Par contre, au niveau de Swiss Ethics, donc les commissions d'éthique suisses, tout récemment, on a réussi à faire en sorte que ce soit un élément qui soit maintenant évalué quand on soumet un proposal. Donc ça avance gentiment, mais avec aussi des risques quand même de retour en arrière, en tout cas actuellement. Donc ça, c'est les conséquences un tout petit peu petit, mais c'était une revue qui avait publié en 2019, donc ça date un tout petit peu, mais qui avait regardé entre 1980 et 2016 la proportion de papiers qui étaient publiés, qui incluaient des échantillons mixtes. Donc ça, c'est la partie violette, donc l'échantillon mixte que d'hommes ou que de femmes, que d'hommes en vert, que de femmes en gris. Et vous voyez par exemple qu'en pharmacologie, on restait encore avec des études majoritairement basées sur des échantillons masculins, un peu moins mixtes, et puis très peu sur des échantillons féminins uniquement. C'est un peu différent là. Les maladies cardiovasculaires, vous voyez qu'on a quand même une proportion beaucoup plus importante d'échantillons mixtes. Donc c'est quelque chose qui est en train de bouger, mais il n'en reste pas moins qu'on a probablement moins de preuves ou d'évidences dans certains domaines, justement parce qu'on a encore un peu de retard dans les études. Et puis ça, c'est les conséquences assez concrètes. Donc ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Buclin, qui est pharmacologue. Donc une étude qui avait montré que, ben voilà, encore dans les essais précliniques en pharmaco, on a une majorité d'études qui sont faites sur des cellules ou des animaux mâles. Dans les études de phase 1, 2, 67%, donc on n'est pas à 100%, mais il y a encore une marge d'amélioration. Et puis les conséquences, c'est qu'on a davantage d'effets secondaires dans les études post-marketing et dans la pharmacovigilance qui se produisent chez les femmes. On l'a encore vu récemment avec les vaccins Covid, qui avaient aussi majoritairement des effets secondaires chez les femmes. Ça, je vais peut-être passer, mais c'est juste pour dire, ben voilà, que pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ces différences. On l'a vu, bien sûr aussi, on ne devrait pas faire un two size fits all, mais on sait que il y a des différences en termes de composition corporelle, de variation du rythme cardiaque. Donc, c'est pas juste que la femme est un peu plus petite
et un homme un peu plus petit et qu'il faut adapter les dosages, mais il y a vraiment au niveau de la pharmacocinétique et dynamique des différences. Donc c'est pour ça on doit s'intéresser à ces différences. Et puis c'est une des dimensions, bien sûr, mais il y en a d'autres, hein. Il y a l'âge, bien sûr la fonction rénale, fonction hépatique quand on s'intéresse au traitement médicamenteux, probablement aussi l'origine, etc. Et puis, le deuxième paradigme, avant d'arriver aux exemples, je pense, qui est important aussi à expliquer, c'est ce paradigme de naturaliste. Je dis toujours, en fait, c'est pas vrai qu'on ne s'est pas intéressé aux différents hommes-femmes. Mais là, vous avez un exemple hein, au 19e siècle du dictionnaire des sciences médicales du docteur Viret, qui a étudié de façon très précise les différences de taille du cerveau, d'angle de la mâchoire entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les personnes blanches et les personnes noires, mais plutôt pour justifier ou légitimer la supériorité d'un groupe par rapport à un autre, en l'occurrence des hommes par rapport aux femmes. Et là, je vous lis juste un extrait, je crois que je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, mais je trouve qu'il est assez parlant hein, dans dans ce dictionnaire. Il dit par nature, sensibilité, mobilité et maternité rendent la femme incapable de raison. À l'inverse, force, profondeur et persévérance font de l'homme un être principalement créé pour l'exercice de la pensée et de l'industrie. Donc voilà, 1815, ça date un peu, mais on se dit que ben voilà, ça a quand même marqué probablement pas mal de générations, et c'est notamment là-dessus aussi qu'on s'est basé pour ne pas attribuer ou ne pas donner le droit de vote aux femmes, hein. Rappelons qu'en Suisse, ça fait pas si longtemps qu'on l'a, ben justement parce que les personnes qui ne sont pas douées de raison et qui peuvent pas réfléchir de façon autonome, c'est peut-être des personnes qui vont pas pouvoir voter. Donc on voit bien là, en fait, ce discours médical qui est assez prégnant et puis qui va avoir une influence aussi sur la société. Puis là, c'est un autre exemple. Là, on est en Allemagne avec un neurologue, le professeur Möbius, qui a lui écrit un ouvrage sur la débilité physiologique des femmes. Donc voilà, c'est le titre du livre hein, qui existe pour de vrai. Je ne l'ai pas encore lu en entier, mais enfin voilà, on vient de loin. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent article qui a été publié dans le New England l'année passée. Il s'agit, enfin, il y a en deux parties, une partie plutôt justement sur ces accès de sexe, ces aspects de sexe et genre. Il y a aussi toute une partie sur les aspects de racisme. Et je trouve assez intéressant parce qu'ils reviennent sur des publications qui ont été faites dans leur journal, donc dans le New England. C'est une sorte de réparation, en fait, d'excuses par rapport au fait ils ont propagé ou en tout cas contribué à transmettre certaines connaissances qui sont erronées. Et ils reviennent là-dessus. Et je trouvais ça assez élégant. Et là, je vous ai juste mis, alors c'est pas dans le New England, mais ils citent un papier que j'ai retrouvé dans le BMJ de 1892. C'est toujours assez intéressant d'aller voir ces archives où là, ils avaient publié le discours d'un professeur Christian Brown, sur l'éducation et le fait que ben, les filles n'étaient peut-être pas aptes à avoir accès à de l'éducation. Et là, vous voyez aussi hein, les différences corporelles entre les hommes et les femmes sont à l'origine des disparités intellectuelles. Donc on retrouve ce discours naturalisant, on s'appuie sur des différences biologiques pour justifier la supériorité d'un groupe par rapport à l'autre. Et là, c'est vraiment, voilà, on dit que c'est universel. Et l'homme est plus volontaire, passionné, énergique. La femme est plus réceptive, tranquille, constante. Donc, en fait, on voit bien de nouveau ce discours qui est très présent. Et il faut du temps pour arriver à déconstruire ces a priori ou ces stéréotypes. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire ben, qu'on a peut-être en médecine, on vient d'un déterminisme biologique assez important, hein, où tout s'explique par les hormones, par la biologie, par la taille, le poids du cerveau. On peut être aussi dans un relativisme pur, hein. Certaines personnes, des collègues des sciences sociales, disent ben non, finalement, tout est social. Et je pense qu'en médecine, on est dans quelque chose de mixte où on ne peut pas faire abstraction du biologique, mais le social est aussi présent. Et c'est souvent ce qui est aussi des fois un peu complexe quand on fait de la recherche, c'est vraiment d'avoir des hypothèses qui sont assez bonnes au départ pour justement pas attribuer voilà, certaines compétences à un groupe par rapport à des aspects biologiques, mais d'arriver vraiment à faire la part des choses, qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est social. Et c'est ce qu'on fait pas mal justement en recherche avec mon équipe, où justement on travaille avec des médecins et aussi avec des sociologues pour essayer de mettre ensemble ces deux aspects.
Donc ça, c'est pour la première partie. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Personne ne dort. Donc on va passer aux exemples. Alors là, j'ai pris quelques exemples cliniques assez variés. Et puis, ben voilà, quelques projets, quelques études qu'on a faites. Ça, c'est une étude qui a été faite par Elodie Hubert, qui a fait sa thèse là-dessus, qui est maintenant médecin assistante à Rennes, dans une contrée lointaine. Et en fait, on a fait quelque chose d'assez simple. On a juste pris les données médico-administratives des patients qui étaient hospitalisés en Suisse. Donc, c'était toutes les données médico-administratives suisses entre 2009-2017 pour un syndrome coronarien aigu. Et on a regardé finalement si la prise en charge et le pronostic de ces patients différaient en fonction de leur sexe. Là, on est resté au niveau du sexe. Alors, très simple, hein, on était homme-femme parce que c'est tout ce qu'on avait comme données par rapport à ces données médico-administratives. Vous voyez, il y a 200 000 hospitalisations, donc à peu près 200 000 patients. Et puis, quand on regarde la différence de prise en charge, vous voyez en fait que les hommes en rouge clair ou en rose ont une probabilité plus élevée, vont davantage avoir d'interventions, que ce soit la thrombolyse, la coronaroplastie ou le pontage, hein, par rapport aux femmes. Et là, on est dans une population qui est hospitalisée et diagnostiquée avec un syndrome coronarien aigu. Ensuite, on a regardé quel était le pronostic. Donc, on voit que les femmes ont plus de probabilité d'être hospitalisées plus longtemps. Elles vont moins souvent être admises aux soins intensifs. Et puis, la mortalité, ça c'était la mortalité intra-hospitalière. On n'avait pas les données après. Vous voyez qu'on a 7,5% de mortalité chez les femmes pour 5,2% chez les hommes. Donc, c'est significatif, hein, bon, il y avait un grand nombre de participants, mais voilà, ça reste quand même au niveau de la mortalité hospitalière une différence qui frappe. Qu'est-ce que vous avez comme hypothèse par rapport à cette différence? Comment est-ce qu'on pourrait s'expliquer ça? Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et puis ça veut dire que même là, peut-être celles qu'on a complètement ratées, elles ne sont pas là dans notre étude, mais on peut imaginer que celles qui sont là, on les a reconnues un peu plus tardivement, ou elles se sont présentées avec un délai plus important, d'où le moins bon pronostic. Ça, c'est des choses, c'est des éléments qu'on n'avait malheureusement pas dans cette étude, donc on n'a pas pu tenir compte de ça. D'autres hypothèses? Là, on serait dans du genre, hein, finalement, c'est pas une différence biologique qui explique ça, mais c'est une différence de prise en charge par rapport à certaines croyances, certains stéréotypes. Exactement, ouais. L'âge, c'était le premier critère aussi. On s'est dit, bon, bah voilà, a priori, les femmes vont faire un problème cardiaque plus tardivement, donc probablement avec plus de comorbidité, ce qui pourrait expliquer cette mortalité plus élevée. Donc, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a refait ces mêmes analyses stratifiées par âge, donc en partant des moins 50 jusqu'au plus 85. Je suis vaudoise. À l'époque, quand je venais à Genève, je disais 80. Puis là, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, j'assume, j'assume mes origines. Donc, je vais dire 85, mais vous comprenez. Donc, vous voyez ici, on reprend ces trois traitements. Donc, vous voyez que, en fait, dans toutes les catégories d'âge, les femmes ont moins de probabilité d'avoir ces trois traitements. Donc, ça ne changeait pas tellement. C'est pas qu'on se dit, ben, peut-être les femmes plus âgées, on va un petit peu moins les traiter ou les prendre en charge de façon moins agressive. Et ce qu'on a observé là, qui nous a surpris, en fait, c'est que cette surmortalité hospitalière, elle était observée chez les jeunes patientes jusqu'à 65 ans, et qu'en fait, après, elle s'annulait, voire elle s'inversait. Donc les femmes plus âgées ont meilleur pronostic que les hommes, une mortalité hospitalière qui est moins importante, mais les femmes plus jeunes, entre 50 et 65 ans, elles ont une mortalité plus élevée. Donc ça, c'était assez intéressant parce que finalement, ça nous dit que c'est probablement pas l'âge, mais qu'il se passe quelque chose chez ces femmes plus jeunes. Alors dans le type de lésions, hein, on sait qu'il y a plus d'atteintes microvasculaires chez les femmes en préménopause, donc possiblement aussi, et c'est ce qu'on voit là, plus de complications de la prise en charge. Vous voyez ici, c'est particulièrement chez les femmes jeunes qu'on a des complications de la prise en charge. Mais je pense que ça rejoint aussi, et ça on n'a pas pu le montrer, mais ça ouvre la porte à aller plus loin parce qu'il se passe peut-être aussi quelque chose dans la prise en charge de ces femmes plus jeunes où on est peut-être encore plus à risque de penser que c'est autre chose que des maladies cardiovasculaires quand elles se présentent avec des douleurs thoraciques.
Donc ça, c'est un exemple qui, de nouveau, répond pas à toutes les questions parce qu'il faudrait qu'on puisse maintenant aller sur le terrain puis comprendre ce qui est en jeu aussi un peu plus finement par rapport à ces différents hommes-femmes, mais qui permet de dire, ben oui, encore aujourd'hui, en Suisse, avec un système de santé relativement bon, on a des disparités en fonction de votre sexe. Vous avez un pronostic qui est différent après un syndrome coronarien aigu. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, effectivement, ben, on sait aussi, ça, c'est une étude zurichoise en haut qui avait montré que pardon, en bas, qui avait montré que le délai était supérieur, hein, pour revenir à ce que vous disiez, dans la prise en charge entre le début des douleurs et la prise en charge par une coronarographie. 41 minutes de plus chez les femmes. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait d'une part ben, le délai mis par les soignants, que ce soit en extra-os ou en intra-os, pour reconnaître la maladie, mais il y avait aussi un délai important mis par les femmes elles-mêmes. Donc, en fait, les patientes vont aussi mettre plus de temps pour se dire c'est peut-être un problème cardiaque, il faut que j'aille consulter. Et ça, c'est quelque chose, je pense, on voit aussi que ces stéréotypes sont intégrés par les patients eux-mêmes. Et puis l'autre étude en haut, ça c'est une étude qu'on avait faite à Lausanne qui date un petit peu auprès donc en extra-hosp, chez les médecins généralistes, où on avait regardé en fait chez les patients qui se présentaient au cabinet avec une douleur thoracique, comment est-ce qu'ils étaient pris en charge. Et vous voyez en fait qu'il y avait aussi des grandes différences pour des douleurs qui étaient d'origine cardiovasculaire. On avait stratifié ensuite avec une probabilité beaucoup plus importante que les généralistes réfèrent à un spécialiste ou une spécialiste fasse une ergo, une coronarographie en fonction du sexe du patient. Donc là aussi, on a du travail à faire. Alors ça, c'est une étude qui avait été faite chez des données qui dataient du début des années 2000. Et j'aimerais bien la répéter parce que je pense que c'est quelque chose qui a vraiment changé aussi maintenant, où on est plutôt assez mieux, enfin en tout cas mieux informé. Je pense que les nouvelles générations sont bien informées des maladies, que la maladie cardiovasculaire reste aussi la première cause de décès en Suisse chez les femmes. Et puis l'autre exemple que je voulais montrer, c'est l'exemple du tabagisme. J'ai pas mal travaillé là-dessus, puis je trouve que c'est un exemple qui illustre bien aussi l'impact de la société. Ça, c'est l'évolution en Suisse de la prévalence du tabagisme. Vous avez les hommes en haut en rouge et les femmes en bas en bleu. Vous voyez que depuis les années 50, les femmes sont entrées en force comme consommatrices, notamment aussi grâce ou peut-être à cause des publicités, hein, qui sont allées utiliser le mouvement d'émancipation des femmes pour qu'elles associer ça à un mouvement de liberté et ça a assez bien marché. Et ça, c'est des données plus récentes. On en retrouve de nouveau, hein, on reste avec une prévalence globalement plus élevée en Suisse de tabagisme. Hein, en 2022, 27% d'hommes pour 20% de femmes, 21%. Par contre, on voit que ce gap, il se rétrécit clairement. Donc, il se rapproche. Et si vous regardez, là, c'est la courbe pour les 15-24 ans, donc les plus jeunes, elles se rejoignent clairement. Il y a même sensiblement plus de jeunes femmes qui fument aujourd'hui en Suisse entre 15 et 24 ans que d'hommes. Donc on voit en fait que ces comportements, ils sont largement influencés socialement et les femmes qui étaient plutôt protégées dans les années 30 sont entrées en force dans le tabagisme. Et puis là, je vous montre encore une archive mais qui je trouve assez incroyable. Donc, les documents de l'industrie du tabac, hein, suite à un procès, ont dû être rendus publics. Donc, vous pouvez y accéder sur un site internet relativement facilement. Et ça, c'est un extrait d'un document de R.J. Reynolds, donc en 1982, qui dit donc R.J. Reynolds a une lacune dans le marché des jeunes fumeuses adultes, bien que cela ne représente pas en soi une opportunité de marché, on en doute un tout petit peu. La pénétration de ce groupe de fumeurs constitue une opportunité stratégique pour l'entreprise. Donc on voit qu'ils ont identifié très clairement qu'il y avait un marché à prendre. Et ça, alors ça date même d'avant, c'est en 1928, la parade à New York des torches de la liberté, ou Torches of Freedom, qui était une parade justement pour le droit des femmes. Et en fait, là, c'est Lucky Strike, sauf erreur, qui avait payé des femmes pour défiler avec une cigarette à la main, en fait, pour normaliser le comportement des femmes. Donc, on est vraiment au marketing social au tout début, où en fait, l'industrie va payer des jeunes femmes qui étaient à l'époque, c'était socialement très peu admis de fumer et encore moins en public. Donc, pour rendre en fait ce comportement acceptable et peut-être même valorisé et associé au mouvement de libération des femmes. Donc on voit que voilà, l'implication sociale est importante et partout, et je trouve que le tabagisme, c'est un exemple assez marquant. Et puis les conséquences cardiovasculaires, on les sait, mais là vous avez de nouveau des données suisses, donc c'est l'évolution des décès de cancer
du poumon et du sein, là, on est uniquement chez les femmes. Et vous voyez en fait que ben, dans les années 70, c'était principalement le cancer du sein qui était responsable des décès chez les femmes. Et vous voyez que le cancer du poumon a détrôné. Donc on voit vraiment des conséquences qui sont évidentes. Et là encore, c'est pas du biologique. Alors il y a peut-être aussi l'impact des traitements qui a évolué aussi pendant ce temps-là. Mais il y a quand même, je pense, un impact aussi de l'évolution de l'épidémiologie. Et puis là, je vous montre un autre exemple encore d'une étude qu'on a faite. Justement, on se disait, ben voilà, quand on a des grandes bases de données, on est un peu limité parce qu'on a toujours finalement, on n'arrive pas tellement plus loin que le sexe. On a cette donnée, voilà, on a des groupes d'hommes, des groupes de femmes, on regarde s'il y a des différences, mais on ne peut pas aller plus loin. Et là, on a travaillé avec le professeur Patrick Michel, neurologue, qui a un registre sur les AVC. Puis la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que le fait de rater un AVC, de manquer un AVC, est plus important chez les hommes et chez les femmes? Et puis, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent influencer ça au-delà du sexe biologique? Donc, on a vu, le premier constat, c'est qu'on a vu qu'il y avait en fait 3% à peu près dans ce registre-là, qui est un registre uniquement pour le CHUV, d'AVC manqués, qu'il n'y avait pas de différence entre les sexes. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. On passe pas plus facilement à côté d'un AVC si on est face à un homme ou à une femme. Puis après, on a essayé d'aller plus loin, puis de se dire, OK, mais est-ce que le genre, donc en tenant compte ben, justement des caractéristiques genrées que sont le niveau d'éducation, la catégorie professionnelle, l'activité professionnelle, le fait d'avoir des enfants ou d'être soignant, proche aidant, est-ce que ça peut influencer le fait de reconnaître ou pas un AVC? Donc on a construit un score de genre que je vous montre là, en fait, qui va de 0 à 100 en fonction en fait de la probabilité d'avoir des caractéristiques qu'on avait définies comme genrées, donc le fait d'être la personne qui s'occupe des enfants, le fait d'être la personne qui a le plus gros salaire, etc. Et puis, on a classé les hommes et les femmes. Donc, vous avez les femmes en très plein. Donc, vous voyez en fait que le score de genre, il est relativement bien distribué. Donc, plus on est à droite, plus on est conforme aux normes féminines. Plus on est à gauche, plus on est conforme aux normes masculines. Donc, vous voyez qu'il y a une distribution relativement enfin, voilà, étendue chez les femmes. Et chez les hommes, par contre, on a ce pic plutôt vers qui sont plutôt conformes aux normes masculines. On a finalement assez peu d'hommes tout à droite qui ont des caractéristiques conforme aux normes féminines. Donc là, c'était déjà assez intéressant de voir cette distribution qui va, à mon avis, aussi changer. Là, on était plutôt aussi vers une population d'âge moyen autour de 60 ans. Je pense que si on faisait ce score de genre, il serait peut-être un peu différent chez les plus jeunes. Puis après, on a regardé en fonction de ce score, donc indépendamment, enfin, en fonction du score, quel était le risque de rater un AVC. Et c'est ce qu'on voit là de façon assez vraiment en miroir, c'est que les femmes, donc ça, les femmes, vous les voyez en bleu, qui sont très conformes aux normes de genre, donc tout à droite, en bas à droite, elles ont en fait, on va moins rater, on a une probabilité moindre de rater leur AVC que les femmes qui ont justement des caractéristiques qui ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'elles. Et on voit exactement l'inverse chez les hommes, où on a des hommes qui ont des caractéristiques plutôt masculines à gauche, on va plutôt mieux reconnaître le fait qu'ils aient un AVC, et par contre on va rater ceux qui ont des caractéristiques plutôt féminines. Donc c'était assez intéressant, c'est un peu conceptuel, mais c'était une tentative d'aller un peu plus loin avec les limites bien sûr de ce type de score, mais pour se dire que finalement la conformité aux normes, si vous êtes bien conforme, que vous êtes dans ce qu'on attend de vous par rapport aux normes de genre, vous avez un meilleur pronostic, on a moins de risques de rater votre AVC. C'est peut-être pas un super message pour eux, mais voilà, c'était ce qu'on a en tout cas observé, et puis ça nous permettait de nous dire peut-être qu'on doit travailler aussi en amont sur qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être attribuer des céphalées ou des symptômes neurologiques à du stress chez un groupe ou chez l'autre. C'est finalement probablement ça qui se passe. Voilà. Le dernier exemple, c'était la douleur. J'en avais, je crois, déjà parlé quand j'étais venue en 2021. Je trouve que c'est aussi un bon exemple de domaine où on a justement cette interaction du biologique, du social, et puis ces stéréotypes. Et puis, c'est la question que je pose toujours. Pour vous, qui des hommes ou des femmes sont les plus touchés par la douleur? Qui pense que les hommes sont plus touchés par la douleur? Peu de monde. Qui pense que les femmes sont plus touchées par la douleur? Peu, quelques personnes. Qui pensent qu'il n'y a pas de différence? Et là, j'ai posé la question différemment. Souvent, je la pose qui pense que les hommes sont plus sensibles à la douleur. Et là,
Et là, il y a plus de oui. Et c'est un peu toute la question. C'est finalement, est-ce que c'est une question de sensibilité, sachant que la douleur, ben, c'est par essence quelque chose de subjectif. Alors, quand on regarde les données, encore une fois, là, on est dans les données suisses, les plus récentes, les douleurs chroniques, elles sont plus prévalentes chez les femmes. De nouveau, on va poser la question aux personnes. Donc, les femmes rapportent plus de douleurs à tous les niveaux, que ce soit voilà, céphalée. Là, ils avaient aussi regardé les insomnies, mais on a différents types de douleurs. Donc, plus prévalent chez les femmes. Et puis, quand on fait des études en laboratoire où on va exposer des sujets, généralement des sujets sains, moi, généralement, on prend des étudiants et des étudiantes qui ont besoin d'argent et qu'on va regarder comment est-ce qu'ils tolèrent un stimulus douloureux. Vous voyez en fait que la majorité des études, c'est les études en rose, elles montrent que les femmes sont plus sensibles à la douleur. On a peu d'études qui montrent qu'il y a une équivalence et relativement peu d'études aussi qui montrent que les hommes sont plus sensibles à la douleur. Donc ça déconstruit une première croyance, hein, finalement, en tout cas dans ces études-là, mais encore une fois, on ne peut pas faire complètement abstraction de l'aspect subjectif. Les femmes, en tout cas, sont plus sensibles dans ces tests à la douleur. Et puis, ben, quand on se pose la question de pourquoi, finalement, c'est est-ce que, ben, si on revient à notre figure, est-ce qu'il y a des différences biologiques et là, peut-être sans entrer dans les détails, on sait qu'il y a des influences hormonales. Le fait, ben, pour une femme même, en fonction du cycle et du taux d'hormones, on va avoir aussi une sensibilité qui varie à la douleur. Donc oui, il y a une influence hormonale, il y a probablement des influences génétiques, mais il y a aussi, bien sûr, toutes les influences sociales, le fait que les normes de genre vont aussi influencer la façon dont on se comporte. Puis là, peut-être j'avance un peu, mais c'était juste pour dire bah, que ces différences biologiques, on les a découvertes relativement tardivement parce que la recherche sur la douleur, elle s'est faite longtemps aussi, en tout cas dans la recherche préclinique, sur des rats mâles. Et c'est en fait relativement récemment qu'on a inclus davantage de diversité de nouveau même dans la recherche animale, puis qu'on a découvert d'autres mécanismes, notamment ces mécanismes neuro-humains, hein, avec une activation de la microglie chez le mâle médiée par la testostérone, et puis une activation des cellules T chez la femelle, avec en fait, quand on modifie les mâles qui manquent de testostérone, ils vont adopter un mécanisme qu'on retrouve plutôt chez la femelle. Donc ça, ces mécanismes neuro-humains, c'est quelque chose qui a été observé. On ne sait pas encore s'il y a un impact sur le traitement. Il n'y a pour l'instant pas de traitement proposé différencié, mais c'est assez intéressant de se dire en fait que c'est quelque chose ben voilà, qui est en cours et probablement qu'on va aller vers d'autres découvertes et qui expliquent peut-être aussi certaines différences mécanismes. Et puis, ben, pour rappeler que la recherche sur la douleur, en tout cas là, c'est de la recherche préclinique, hein, elle est faite encore majoritairement sur des sujets mâles. Donc, on a encore possiblement des choses à découvrir. Et puis, ça, c'était juste anecdotique, mais je trouve toujours assez intéressant. Je montre ça parce que ça montre qu'on peut aller très très loin quand on s'intéresse au sexe et au genre. C'est cette étude-là hein, qui s'était intéressée au sexe des chercheurs, alors dans de la recherche animale, hein, de la recherche préclinique. Et en fait, ce qu'ils avaient observé, c'est ce que je montre à droite ici, c'est que les souris, quand elles étaient soumises à un stimulus douloureux et que le chercheur était un homme, elles allaient montrer moins montrer ou moins présenter de douleur. Ils regardent en fait sur la mimique alors j'ai pas fait de recherche animale, mais je crois que c'est basé sur la mimique du visage des souris. Il y a des scores qui permettent de définir le degré de douleur. Donc en fait, ce score est plus bas quand le chercheur est un homme que quand c'est une femme. Et c'est assez intéressant parce que c'est de nouveau cette même équipe, Sorge, qui s'est beaucoup intéressée aux différences de sexe dans la douleur, qui a observé ça de façon un peu fortuite. Et alors moi j'aime raconter une histoire, mais c'est complètement faux, mais c'est moi qui m'imagine qu'en fait ils ont déguisé les chercheurs en chercheuses, mais je crois qu'ils n'ont pas fait ça. Mais ils ont quand même, à part ça, changé les vêtements, et en fait ils ont réalisé que c'était les phéromones qui étaient produites par les chercheurs qui allaient induire un stress chez l'animal, qui allait en fait signaler différemment sa douleur en fonction du sexe voilà, du chercheur. Donc on est dans quelque chose d'assez, ça va assez loin, mais je trouve ça assez intéressant de se dire ben, qu'en fait, même dans un contexte de recherche, le fait d'être face à un chercheur ou une chercheuse peut avoir une influence. Ici, c'est plutôt du biologique, hein, puisque c'est des phéromones. Mais si on fait le parallèle avec la clinique, ben, c'est vrai que possiblement que vos patientes et vos patients vont se comporter un petit peu différemment s'ils sont face à un homme ou une femme. Et ça, ben, ça va jouer aussi un impact sur la façon dont ils vont se sentir autorisés à dire qu'ils ont mal ou pas.
Et puis, ben, ça me fait le lien avec le social, hein, ces attentes sociales. On a ces normes qui restent quand même si on pense que les hommes sont plus douillets, globalement, en tout cas, chaque fois que je pose la question, c'est ce que j'ai comme réponse, mais on a quand même ces normes que les hommes doivent être stoïques, courageux, avoir le contrôle, et probablement qu'on, même inconsciemment, on inculque, enfin, je sais pas si celles et ceux qui ont des enfants dans la salle, mais probablement que parfois c'est inconscient aussi, et que les femmes sont sensibles, prudentes, qu'elles sont plus autorisées à verbaliser la douleur. Donc ça va avoir un impact sur l'expression de la douleur par les patientes et les patients. Et puis, ben, on sait aussi hein, que la dimension psychologique, la dépression, l'anxiété peut avoir un impact sur les risques de douleurs chroniques, le catastrophisme, et là aussi, on sait qu'il y a des différences genrées. Et puis là, je vous montre juste encore une étude que je trouve assez intéressante qui montre justement comment on peut moduler cette douleur, comment le social finalement peut peut-être avoir un impact sur le biologique. C'est une étude qui a été faite en Allemagne avec 120 sujets hommes, donc c'était que des hommes ici. Et puis ils les ont divisés en deux groupes. À un groupe, ils leur ont dit ben, les hommes sont moins sensibles à la douleur que les femmes en raison de leur rôle évolutif de chasseur. Puis au deuxième groupe, ils leur ont dit exactement l'inverse. Les femmes sont moins sensibles à la douleur en raison du processus douloureux de l'accouchement. Donc deux messages différents. Et puis, en fait, ils les ont exposés à un stimulus douloureux avant et après les messages. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les hommes du premier groupe à qui on a dit ben, vous êtes plus résistants à la douleur, voient l'évaluation de la douleur beaucoup baisser en fait par rapport aux hommes du premier groupe ou aux hommes du groupe contrôle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait des imageries fonctionnelles aux deux groupes qui montraient en fait qu'il y avait vraiment une modification au niveau de la perception de la douleur. C'était pas juste la volonté de signaler, mais il y avait vraiment une modification de la perception. Donc ce qu'ils ont appelé ce gender priming, en fait, le fait de donner un message qui va plutôt encourager les hommes à être résistants ou au contraire leur dire non, vous êtes plutôt plus fragile et vous êtes autorisé à avoir de la douleur, va changer en fait la façon dont ils résistent à la douleur. Donc c'est assez intéressant et voilà, je trouve que ça déconstruit un petit peu et on voit que bah, finalement la partie subjective reste très importante dans la douleur. Euh, donc ça, je crois que c'était le dernier exemple. Ah oui, puis peut-être encore juste pour dire finalement, est-ce que nous, on est stéréotypés? On a fait une étude ici avec les différents services d'urgence. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas s'il y avait la Tour, mais il y avait en tout cas à Genève, on avait fait les centres de Suisse romande. Peut-être c'était seulement les HUJ, mais ça fait un petit moment aussi. Et en fait, on avait regardé la prise en charge de douleurs sur la base de vignettes. Alors, ce n'était pas la vraie vie. Et on avait regardé en fait comment sur la base d'un score qui est validé, comment est-ce que les médecins évaluent la volonté, l'endurance et la sensibilité à l'odeur. Et là, on voit ce qu'on revoit toujours. Hein, globalement, on pense que les hommes vont plus se plaindre, vont plus rapporter de la douleur, sont moins endurants à la douleur et ont une plus grande sensibilité. Donc, c'est assez partagé comme croyance. Et puis, ce que je trouve intéressant là aussi, c'est que c'est partagé par les hommes et les femmes, en fait. Donc, finalement, on partage souvent ces stéréotypes qui, encore une fois, peuvent avoir un impact sur la prise en charge. Et là, on avait regardé comment est-ce qu'une lombalgie aiguë était traitée en fonction du sexe des patients. Et vous voyez en fait que globalement, on donne quand même un peu plus, traitement un peu plus conséquent aux hommes qu'aux femmes. Donc ça, c'était aussi ce qu'on observait, cette tendance peut-être à un peu moins traiter ou sous-traiter les femmes, indépendamment finalement de ses croyances. Et puis ça, c'est ce qu'on voit aussi dans d'autres settings. Il y a pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis où on voit que le temps d'attente est un peu plus long, les femmes reçoivent aussi plus de psychotropes. Et puis tout ça pour dire, ben voilà, on s'intéresse au sexe, au genre, mais finalement, il n'y a pas que ça, et il y a tous les autres déterminants de la santé. Et là aussi, ben, quand ils se cumulent, ben, ça peut être d'autant plus dangereux. Ça, c'était une étude qui avait regardé la prescription de traitements aussi antidouleurs dans des services d'urgence. Donc là, on n'était plus dans des vignettes. Et on retrouve, hein, les hommes ont une probabilité plus élevée de recevoir des traitements narcotiques. Et ils avaient regardé la race sociale, hein, et on voit en fait que les personnes non blanches ont moins de probabilité de recevoir des traitements antidouleurs. Et dans cette étude, si vous cumuliez, donc si vous étiez une femme noire, vous aviez encore moins de probabilité d'être traité contre votre douleur. Donc on voit que ces discriminations, souvent, elles s'accumulent. C'était aux États-Unis. Ouais, c'était aux États-Unis. Ouais. Et c'est intéressant. Je pense aussi que c'est très variable. Encore une fois, vu que c'est socialement induit. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une copine médecin, mais qui est en Australie, puis qui a eu le malheur de faire une hernie discale monstrueuse au Japon.
et puis qui racontait en fait que ça avait été très compliqué. Alors je sais pas, je suis jamais allée au Japon, mais probablement qu'il y a aussi peut-être hein, des a priori par rapport aux personnes justement européennes ou non japonaises. Donc en fait, ces stéréotypes, ils vont aussi ben, varier en fonction du pays où vous êtes. Finalement, les biais, j'ai encore 5 minutes. Ouais, ça va. Donc, enfin, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un peu ce qu'on travaille avec ma collègue Joëlle Schwartz, donc, qui est sociologue. On essaye de travailler ben, les stéréotypes avec nos collègues médecins assistants, mais surtout aussi les étudiants. Donc voilà, on essaie de parler de stéréotypes finalement qui sont normaux, hein. On a toutes et tous des croyances, des représentations qui ne sont pas toujours conscientes, qui peuvent devenir problématiques si on a des biais, si on fait une association implicite, notamment sur la base du genre, mais d'autres déterminants qui peuvent amener à biaiser notre évaluation et puis qui peuvent conduire à une discrimination si on va avoir une attitude biaisée et si ça conduit à un impact négatif sur la prise en charge. Ça s'est basé aussi sur beaucoup de travaux qui ont été faits, ben, notamment par Mélissa de Ménis et Dao, qui s'appliquent aussi ben, aux autres déterminants que sont ben, la race ou l'âge aussi. On peut avoir ces stéréotypes à tous les niveaux. Puis ça, c'est un test que je vous encourage à faire. Peut-être certains le connaissent déjà. C'est un site qui s'appelle implicitharvard.edu. Donc, c'est une équipe d'Harvard qui a développé ces tests psychométriques, en fait, où vous allez devoir associer de façon très rapide des catégories de mots avec des catégories de personnes. Et puis, on regarde un petit peu, est-ce que ça vous prend plus de temps pour associer certaines caractéristiques à certains groupes. Et d'ailleurs, il y a toute une série, il y en a même un sur les présidents des États-Unis, qui est encore là, je ne sais pas comment ça se fait, il va peut-être disparaître, mais pour l'instant il est là, et notamment ben, pour tous les types de biais ou de stéréotypes qu'on peut avoir. Et il y en a deux sur le genre, il y en a un qui met en lien genre et carrière, et l'autre genre et sciences. Donc moi j'ai fait celui de genre et carrière, donc ça fait quand même bientôt 15 ans que je travaille sur les questions du genre en médecine. Je suis une femme, je m'engage aussi pour qu'il y ait plus de femmes en médecine, j'ai 3 filles, donc je me suis dit, ok, c'est bon, quoi, j'ai pas de stéréotypes. Et ça, c'est mon résultat. Je fais une association automatique, modérée, mais quand même, elle est là, entre le sexe masculin, la carrière, et le sexe féminin et la famille. Donc en fait, c'est là, quoi, c'est présent. Et c'est peut-être juste aussi de quelque part important de se dire, bah voilà, dans mon cerveau, je mets plus de temps pour mettre ensemble directeur, directrice et femme. Donc voilà, c'est quelque chose de présent. Puis ma collègue sociologue, qui elle est complètement déconstruite et réfléchie à ça, elle a quand même aussi, alors c'est léger, mais elle fait quand même une association entre masculin et sciences et entre féminin et lettres. Donc on montre souvent ça aussi aux étudiantes et étudiants. Moi j'avais commencé par faire le test sur le racisme et c'est assez effrayant aussi, hein, parce que ça vous met face à ben voilà, à votre socialisation qui fait que, ben en fait, on sait que c'est quelque chose qui est là. Et puis l'idée, c'est justement plutôt que de mettre ça sous le tapis puis de se dire non, non, mais moi, j'ai pas de stéréotypes, c'est de se dire ben peut-être que j'en ai, peut-être que parfois ça peut s'activer et d'essayer de travailler là-dessus. Et puis, ben voilà, après, ce qu'on fait avec les étudiants, c'est qu'on essaie de passer en revue toutes les étapes de la prise en charge médicale, de l'anamnèse au status, en disant, ben voilà, est-ce que à certains niveaux, ces stéréotypes peuvent conduire à des inégalités non justifiées de traitement, hein, parce que parfois on doit faire différemment. Le classique, et là on voit encore ça aujourd'hui avec des étudiants aujourd'hui, c'est l'anamnèse professionnelle et familiale. Elle est systématiquement faite du côté, enfin pas systématiquement, mais beaucoup plus faite au niveau professionnel chez les hommes et familial chez les femmes. Et c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est des étudiants qui sont, enfin, il me semble, beaucoup plus à jour que nous, et ça reste encore assez présent. La gêne dans les examens physiques, ça on voit aussi quand même passablement, hein, ils vont moins ausculter. Là, on l'avait même vu dans les examens. On a fait les écosses, où on a infiltré les écosses. Je crois que je vous montre l'exemple après, mais on voit ça aussi, hein, où ils vont beaucoup moins ausculter le cœur des patientes que des patients. Et ça, c'est clairement lié aussi à cette gêne ou au fait qu'on s'exerce moins chez des modèles féminins. Et puis, ben voilà, ça va à toutes les étapes aussi, y compris les perceptions des patients qui vont peut-être se comporter un peu différemment s'ils sont face à un homme, une femme ou une personne plus jeune ou plus âgée ou qui vient du même pays qu'eux ou elle. Puis ça, ouais, c'était juste pour vous montrer l'exemple de cette étude qu'on a faite. Alors, c'était assez rigolo parce qu'il a fallu infiltrer les Écosses, qui était une tâche très difficile. J'avais essayé de faire au niveau fédéral,
Et ça, c'était vraiment. Donc, ils sont allés assez loin. Ils m'ont laissé faire une vignette. Je ne sais pas si celles et ceux qui ont déjà fait des vignettes pour les Écosses fédéraux, ça vous prend à peu près une semaine parce que vous devez aller à Berne, vous devez. Enfin, bref, c'est un monstre investissement. J'avais fait toute ma vignette, puis après, ils m'ont dit, ah, mais non, ça va pas être possible de la faire moitié homme, moitié femme. Donc, on l'a fait à Lausanne. Et ça, c'était une vignette de troubles anxieux. Donc, un patient, une patiente avec un trouble anxieux. Mais vraiment, tout était standardisé, hein, même situation clinique, même profession, même nombre d'enfants, vraiment identique. On faisait juste varier le sexe. Et ce qu'on observe, bah, l'anamnèse, elle est relativement faite de façon identique, que le patient soit un homme ou une femme. Hein, bah, c'est vrai un peu, ils ont leur checklist. Mais vous voyez en fait que le diagnostic, il est posé dans 47% des cas quand la situation est jouée par une patiente, et puis dans 22% des cas quand la situation est jouée par un patient. Donc, c'est assez fou parce que ben voilà, on est en condition d'examen, mais il passe à côté du trouble anxieux chez l'homme. Et ça, je trouve que c'est un exemple aussi qui montre ben, que le genre, c'est pas que les femmes. Et qu'en l'occurrence, quand il s'agit de santé mentale, on va probablement aussi, du fait de nos stéréotypes, passer à côté de troubles anxieux en l'occurrence, mais on observe la même chose avec la dépression chez les hommes. Donc vraiment, d'où cette importance d'essayer de déconstruire ces croyances, ces stéréotypes. Donc voilà, les pistes d'amélioration, bah, c'est ce qu'on fait, on essaye de faire, c'est de travailler la réflexivité. Donc avec les étudiants qui viennent chez nous à Unisanté, on leur dit, ben, sur la base de vraies situations, est-ce que la situation a été différente en fonction de si c'est un patient ou une patiente, est-ce que c'est justifié? Donc vraiment d'essayer de réfléchir à ça et puis de prendre conscience de ça. Et puis, il y a une checklist. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille avec les enseignantes et les enseignants. On a fait aussi une petite checklist. Moi, je suis assez checklist. Je ne sais pas ceux qui ont lu Checklist Manifesto. C'était un chirurgien qui avait fait. Et voilà, je me dis finalement, plus c'est simple, mieux c'est. Et là aussi, c'est pour essayer de sensibiliser les enseignants parce qu'on avait remarqué, bah, typiquement, quand on parle de troubles anxieux, la plupart du temps, c'est une situation d'une femme de 40 ans, divorcée. Et puis, quand on. Alors, j'exagère à peine, et quand la plupart des vignettes cliniques des cardiopathies ischémiques, ça reste encore des hommes. Donc c'est aussi de sensibiliser les enseignants à montrer un peu plus de diversité pour que ça ait un impact sur les étudiants. Et puis au niveau de la recherche, ça c'est encore un autre travail, mais c'est effectivement travailler pour qu'il y ait des bonnes pratiques, que ce soit au niveau des financeurs, mais aussi au niveau de la formation. Donc on a aussi un CAS qui permet là c'est pour la clinique et la recherche, pour essayer de sensibiliser les soignants et soignantes. Il y a des recommandations dans les journaux maintenant pour aussi intégrer les questions de sexe et de genre. Puisque je disais tout à l'heure, à Swissetics, on a pu proposer des recommandations qui devraient maintenant être appliquées depuis le printemps passé. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je fais un tout petit peu de pub, mais on a créé aussi, ça c'est au niveau national, on s'est mis toutes les facs de médecine ensemble pour faire une plateforme où on recense tous les enseignements, on essaye de recenser tous les enseignements en lien avec le sexe et le genre. Donc, dans l'idée de se dire, si vous êtes chirurgien, chirurgienne et que vous voulez développer un cours à Zurich, vous pouvez aller voir ce qui est fait à Bâle, etc. Donc c'est un peu une idée de mettre en commun pour pouvoir partager et pas chaque fois réinventer. Et puis on a aussi défini une sorte de curriculum de dire voilà, quelle est la base, le minimum que devraient avoir les étudiants et étudiantes en médecine. Et puis on a créé la société Gender Health qui vient qui est toute nouvelle. Et voilà. Et je m'arrête là. Donc je vous remercie pour votre attention. Ça c'est mon équipe. Il y a un homme, c'est le statisticien, mais on travaille aussi pour plus de mixité dans notre équipe. Je vous remercie pour votre attention.